Dans les vidéos précédentes, que je vous invite à visionner au préalable, j'ai exposé les bases du système actuel, à savoir l'argent ou la notion de valeur marchande issue du troc, et la monnaie, le moyen d'échange qui en découle. J'ai aussi posé les principes de la cité, rappelés par le contrat social, vidéo précédente, à savoir l'égalité des citoyens en devoir et en droit, égalité notamment dans le devoir de participer à la vie de la cité, selon ce que la cité considère comme une participation, égalité notamment dans le droit d'accéder au marché, pour pouvoir profiter réellement des bienfaits de la cité, ce droit d'accès au marché étant conféré par la citoyenneté. La présente vidéo sera consacrée aux moyens d'échange qui découlent des principes, article 4b du contrat social, et s'inscrit dans l'évolution des choses, à savoir la carte civique. Avec cette vidéo, on entre au cœur du civisme, tout entier contenu dans cette mesure. Le mode d'échange de la cité repose sur un tout autre principe que le système monétaire. Les citoyens ont des devoirs envers la cité, qui s'assurent qu'ils s'en acquittent bien, auquel cas elle reconnaît et confirme la citoyenneté, condition pour accéder librement au marché et jouir réellement de tous les bienfaits de la cité. Tous les citoyens étant dans ce cas, jouissant du droit d'accès, sont égaux dans tous les droits garantis directement par la cité, mais aussi dans tous les droits qui dépendent de l'accès au marché, c'est-à-dire presque tous, et qui jusque-là passaient par la monnaie et étaient répartis inégalement entre les individus. Les citoyens ne paient plus en détail ce dont ils ont besoin ou envie, ils ne sont plus dépouillés subtilement de leurs droits par un salaire ou à chaque transaction. C'est auprès de la cité qu'ils paient globalement leurs futurs achats en s'acquittant de leurs devoirs comme une sorte de forfait. Rien n'est payant au sens monétaire du terme sur le moment, mais rien n'est gratuit dans l'ensemble. La production est le fruit de la participation individuelle et collective des citoyens, elle appartient donc à tous collectivement, et tous ont le droit d'y puiser librement pour satisfaire leurs besoins individuels. Dans ce mode d'échange, il ne s'agit plus d'un échange d'objets entre individus, comme sous le troc ou la monnaie qui en perpétue la logique, mais d'un échange en termes de devoirs et de droits entre le citoyen et la cité. Ce mode d'échange met en œuvre la logique sociale, au lieu de focaliser sur les objets et leurs soi-disant valeurs, voir la vidéo précédente, et de détruire la société au nom de l'argent, voir la vidéo sur l'argent. Pour exercer leur droit d'accéder au marché, les citoyens disposent d'une carte, dite carte civique, qui techniquement fonctionne et s'utilise grosso modo comme les actuelles cartes de crédit, mais qui dans ce cas sert avant tout à attester auprès des commerçants, en consultant une banque de données informatique, la citoyenneté de son détenteur. Un citoyen peut en théorie prendre tout ce qu'il désire. Plus exactement, il peut emporter tous les articles qu'il a mis dans son panier et présenter en caisse une fois que sa citoyenneté est contrôlée et attestée via sa carte. Cette procédure valide ses achats, pour utiliser le terme actuel, et les enregistre aussi bien sur son compte que sur celui du commerçant. Cet enregistrement des achats est indispensable pour deux raisons. La première concerne d'abord les vendeurs, commerçants ou entreprises. Cela leur permet bien sûr de gérer leur stock, mais permet surtout à la cité de connaître leur activité. Car c'est de leur activité qui constitue leur devoir envers la cité, et qui en l'occurrence consiste à avoir un certain nombre de clients et à écouler un certain volume de produits, que dépend leur citoyenneté et donc la validation de leur propre carte civique. Il ne faut jamais oublier que dans la cité, la citoyenneté se mérite en permanence. Les droits du citoyen, dont celui d'accéder au marché, sont la contrepartie de ses devoirs envers la cité. Je ne m'étends pas sur ce sujet, sur la question du travail, je consacrerai la vidéo 9 à la question des entreprises. Notons simplement que l'informatique rend facile et sûr un contrôle qui sans elle serait impossible, aucune administration ne pouvant rivaliser sur aucun plan. Notons également que ce contrôle et la nécessité pour les vendeurs d'atteindre en termes de vente ou de clients les résultats exigés d'eux par la cité, sous peine de sanctions, pouvant aller jusqu'à la perte de la citoyenneté, expliquent pourquoi ils exigeront eux-mêmes que leurs clients valident leurs achats, et donc disposent d'une carte civique, qu'ils aient donc eux aussi rempli leurs devoirs, ce qui constituera une forme d'autocontrôle dispensant la cité d'intervenir. En effet, certains se demandent sans doute quel intérêt auront les commerçants et les entreprises à exercer leur activité sans en retirer d'argent. Mais cette question n'a de sens que dans un système monétaire. Dans la cité, l'intérêt de chacun sera d'acquérir et de conserver la citoyenneté, et les droits qui vont avec, donc d'éloigner de lui les sanctions, en faisant ce que la cité attend de lui. Du reste, comparé au système monétaire, le pouvoir d'achat conféré par la citoyenneté sera nettement supérieur, puisqu'en théorie illimité. Il est vrai cependant que, si cet aspect des choses peut en imposer à nos contemporains, les citoyens, eux, n'y feront plus attention. Ils ne se demanderont plus ce qu'ils peuvent gagner, ils prendront surtout garde de ne pas tout perdre.
La deuxième raison de l'utilité de la carte civique et de l'enregistrement des achats concerne précisément le pouvoir d'achat. J'ai dit que le pouvoir d'achat serait illimité en théorie. En théorie, en effet, le pouvoir d'achat conféré par la citoyenneté est indéfini, puisque la citoyenneté ne se mesure pas. On est citoyen ou on ne l'est pas. C'est oui ou non. Non, on n'a droit à rien. Oui, on a droit à tout. Et il est important, j'insiste sur ce point, il est important, dis-je, que ce principe d'un accès illimité soit respecté autant que possible. C'est le pouvoir d'achat illimité qui permettra d'atteindre tous les équilibres naturels optimums, qui impulsera une nouvelle force des choses dans la cité, qui sera la source des prodiges de l'égalité. C'est de la possibilité d'abuser en permanence que naîtra la modération des citoyens, car des individus frustrés guettent au contraire la moindre occasion d'abuser. Bien sûr, cela n'ira pas sans poser quelques problèmes, mais il ne faut pas que tout devienne prétexte pour violer le principe. Je veux dire que, tout en adoptant le principe, la cité pourra, à travers la loi, intervenir pour interdire l'accès à certains produits ou le limiter dans certaines quantités. Il suffira d'entrer la loi en langage informatique dans la banque centrale de données afin que les cartes ou tel type de carte ne puissent enregistrer le retrait de tel produit ou de telle catégorie de produits au-delà de telle quantité. Déjà, il existera une distinction entre particuliers et personnes morales, entreprises, etc., qui devront elles aussi disposer de cartes pour accéder au marché, mais qui seules, suivant la nature de leur activité, pourront accéder à certains produits. Cela semble logique. Mais même dans ce cas, les restrictions devront être aussi limitées que possible. En théorie, tous les produits pourraient tomber sous le coup d'une restriction. Mais ce ne serait l'intérêt ni du système, ni des citoyens. Or, la cité sera démocratique au vrai sens du terme. La loi sera l'ouvrage des citoyens, et il n'y a aucune raison de croire qu'ils limiteront leur propre pouvoir d'achat de manière aberrante, même s'ils le pouvaient. À bien y réfléchir, il apparaît assez vite qu'adopter des limites arbitraires et artificielles est soit néfaste, soit inutile, car le calcul néglige toujours des données, de sorte que la limitation proposée est généralement en deçà de l'équilibre naturel, donc néfaste, plus rarement au-delà, et alors inutile. De manière générale, il est préférable que l'accès aux produits soit libre, selon la règle premier arrivé, premier servi, le marché étant régulièrement alimenté. Les mesures d'exception sont faites pour les biens et surtout pour les temps exceptionnels. Mieux vaut en temps normal que quelques citoyens, jamais les mêmes, supportent une rupture de stock temporaire, plutôt que tous subissent un rationnement permanent et contre-productif. La première philosophie fait des heureux, la seconde seulement des mécontents. Il appartiendra malgré tout à la cité d'adopter en la matière la philosophie qui lui plaira, mais je gage que ce sera la première, quitte à faire des exceptions pour certains produits, limitation exceptionnelle que la carte civique permettra de faire respecter par tous sans difficulté. Ces possibles limitations légales expliquent en partie l'expression pouvoir d'achat illimité en théorie. En partie, car les véritables limites seront ailleurs, dans la nature des choses. Des citoyens dotés d'un pouvoir d'achat théoriquement illimité n'ont pas pour autant des envies infinies, ni du goût pour tout. Même en supposant qu'ils puissent acheter tout ce qu'ils veulent, leur volonté fixerait la limite maximale de leur pouvoir d'achat effectif. Personne ne peut courir plus vite que ses jambes, même sur une piste sans obstacle. Les premières limites sont donc en nous. Une deuxième limite, pour ceux qui veulent beaucoup, c'est évidemment le désir des autres, dès lors que ces autres veulent la même chose. En d'autres termes, le droit d'accéder au marché exercé par les uns peut entrer en conflit ou être limité par le droit des autres, si tous l'exercent en même temps, sur le même objet ou dans le même domaine. Même sur une route sans limitation de vitesse, tout le monde roule au pas si tout le monde la prend en même temps. Le système ne peut pas faire mieux que de ne pas limiter la vitesse, mais il y a des limites qui sont dans la nature des choses. Ceci étant, ce genre de limite n'est ressenti que par ceux qui veulent aller au-delà. Les autres ont même de la marge devant eux. Il y a enfin une troisième limite naturelle au droit d'accéder au marché, c'est la production générale elle-même. Les citoyens, pris dans leur ensemble, ne peuvent consommer plus que ce que la cité produit, en considérant que les importations compensent les exportations, sujet auquel sera consacrée la vidéo 10. Leur intérêt, l'intérêt des citoyens, et donc leur droit d'accès respectif entrent le moins possible en conflit, que le produit commun soit le plus important possible, afin que la limite réelle à leur pouvoir d'achat soit la plus haute possible. Mais comment une offre par nature illimitée pourra-t-elle être à la hauteur d'une demande illimitée en théorie? Cette situation se présentera fatalement, et les citoyens devront faire avec, en attendant de trouver et de mettre en œuvre des solutions.
La première solution sera d'augmenter la production, donc d'embaucher tout ce qui pourra l'être, jusqu'à ce que le plein emploi soit atteint. Et c'est bien dans une situation de plein emploi que conduira fatalement le déséquilibre permanent dans la cité entre l'offre et la demande. Mais comment augmenter la production une fois que tous les citoyens seront mis à contribution? Deuxième solution, par l'accroissement des rendements, donc par l'innovation technique. Voici un exemple des prodiges de l'égalité qui obligera la cité à être inventive pour surmonter les difficultés qu'elle suscitera et qui, dans le même temps, ôtera tout frein au génie de ses citoyens. Supposons maintenant que les citoyens rassasiés aient moins de désirs matériels, ce qui arrivera fatalement tôt ou tard, et que la demande réelle baisse en deçà de l'offre. Supposition. Dans un système monétaire, ce serait une crise de surproduction, d'où faillite, licenciement, chômage et tout ce qui s'ensuit. Dans la cité, diverses solutions seront envisageables, sans qu'aucune ne pénalise les citoyens, ne touchent à leurs droits. Exemple, exportation, voire donation du surplus à des pays étrangers, baisse des exigences de la cité vis-à-vis des entreprises, vidéo 9, baisse du temps de travail, baisse du temps de travail nécessaire pour atteindre la retraite, prochaine vidéo, développement des services et des secteurs non productifs, etc. On aura noté que la carte civique conférera à tous les citoyens un égal droit d'accéder au marché. Certains en déduisent que la production sera répartie également par l'État. C'est n'avoir rien compris au rôle de la carte civique. Si elle donne accès au marché aux citoyens, c'est que ce sont les citoyens qui, grâce à elle, retirent du marché ce que bon leur semble. Ce n'est donc pas l'État qui répartit la production également, ou qui donne à chacun, soi-disant, selon ses besoins. L'État ne donne rien. Ce sont les citoyens qui prennent. Certains imaginent aussi que du fait de l'égalité des citoyens dans le droit d'accéder au marché, tous auront la même chose. Ce serait un autre non-sens. Il est vrai que, en théorie, un pouvoir d'achat illimité et donc égal devrait se traduire par une égale répartition de la production, c'est-à-dire, plus exactement, que chaque citoyen devrait retirer une portion équivalente. C'est le principe des forces égales appliquées de toutes parts sur un même objet, elles s'équilibrent. Mais des portions équivalentes ne contiennent pas nécessairement les mêmes choses. Elles le pourront d'autant moins que les citoyens consommeront selon leur goût, par nature différents. Plus encore, bien que tous les citoyens auront le même droit de consommer librement, ils ne l'exerceront pas tous avec autant d'intensité, par la même raison qu'ils n'auront ni les mêmes goûts, ni les mêmes désirs. Il s'ensuit que bien qu'égaux en droit, les citoyens ne retireront du marché ni les mêmes choses, ni dans les mêmes proportions. Ces différences ne seront pas comme aujourd'hui des inégalités, des injustices, des symptômes de l'exploitation, elles résulteront de la liberté elle-même. Vouloir appliquer l'égalité en la matière, ce que l'on appelle l'égalitarisme, serait une tyrannie, en plus d'être une vue de l'esprit. Et que dire de ceux qui, sous prétexte que les citoyens accéderont au marché par le biais d'une carte pour en retirer ce que bon leur semble, selon la règle du premier arrivé, premier servi, s'exclament « Alors cela ne change en rien, ce sera pareil qu'aujourd'hui, le problème ce n'est pas l'argent. Ben voyons, être riche, être pauvre, c'est pareil. C'est pour cela que les pauvres jouent au loto, en priant de ne pas gagner et de ne jamais sortir de leur misère. Un faible pouvoir d'achat, c'est la même chose qu'un pouvoir d'achat illimité. Et bien sûr, le pouvoir d'achat n'a rien à voir aujourd'hui avec l'argent. Mais qui peut être assez con pour sortir des énormités pareilles? Eh bien, quasiment 100% des gens. On est entouré de cons, de lâches et d'esclaves. Les hommes sont lobotomisés par l'argent. Ils se feraient tuer plutôt que de dénoncer leur maître. Et d'ailleurs, ils en crèvent, et la planète avec. Mais ceci démontre la force du système monétaire. Il repose sur l'argent, la notion de valeur marchande, mais c'est la monnaie qui en est le ciment. C'est la monnaie qui inculque aux hommes qui la manipulent et surtout la subissent, la conception de l'échange selon l'argent, c'est-à-dire la logique du système, ce que j'appelle les préjugés monétaires. C'est la monnaie qui les prend au piège de l'argent. Mais prendre les hommes au piège n'est pas le propre de la monnaie. C'est le propre de tout moyen d'échange, et la carte civique prendra de même les citoyens au piège de l'égalité. La monnaie, malgré ses tares et ses effets funestes, a par ailleurs démontré, par sa longévité, la stabilité du paramètre social qu'est le moyen d'échange. Or, la carte civique sera infiniment moins contestable dans son principe et n'offrira aucune prise en pratique. Une fois adoptée, tous les citoyens jouant de leurs droits sauront ce qu'est la citoyenneté et béniront l'égalité. Quelques privilégiés, jaloux de leurs droits, suffisent à maintenir un système injuste. Alors un système juste, défendu par tous ses membres, car tous auront intérêt à le défendre, qui le renversera? Les citoyens ayant goûté à l'égalité ne laisseront jamais rien ni personne restaurer l'inégalité à leurs dépens. Comment cela serait-il seulement possible?
l'inégalité elle-même sera devenue aussi inconcevable que l'est aujourd'hui l'égalité. Et remettre en cause la carte civique, autrement dit les principes de l'ordre social, sera plus dur encore que de renverser la monnaie, chose qui paraît déjà impossible, alors que la monnaie fait visiblement le malheur des hommes et des nations. Voici donc ce que je peux dire de la carte civique, sans trop m'éloigner du sujet. Car ce moyen d'échange qui garantira l'égalité aura autant de conséquences qu'il y a de domaines dans la société. De la même manière que tout tourne aujourd'hui autour de l'argent, que tout est façonné par lui, tout devra s'adapter à l'égalité dans la cité. Tout subira la pression permanente d'une demande colossale. Et je ne peux évoquer tous les bouleversements qui auront lieu, ni tous les problèmes qui disparaîtront d'eux-mêmes. J'en traite un certain nombre dans mon livre, Le civisme, et à titre d'exemple, je consacrerai les 3 prochaines vidéos aux questions du chômage et des retraites, des entreprises, des échanges internationaux, puis une autre au système politique de la cité. J'aurai alors présenté les piliers de ce système pour le moins révolutionnaire. Je vous aurai convaincu, j'espère, du réalisme de ce projet, de sa cohérence, de sa faisabilité, de sa justice, bref, de la nécessité de le mettre en œuvre et de tendre tous vos efforts dans ce sens. Je vous prie de croire que si nous parvenons à anéantir l'argent, et nous y parviendrons, plus rien ne sera impossible. Soyez sûrs qu'aucune difficulté ne sera insurmontable pour ceux qui auront relevé le plus grand défi de toute l'histoire de l'humanité. La défense de la patrie passe par l'égalité, l'égalité passe par la carte civique, la révolution passera par le civisme, et le civisme passera par nous. L'argent est un tyran, l'égalité ou la mort, vive la révolution.